Alors avant de commencer, je remercie l'abonné qui m'a conseillé cette affaire. Je remercie également les autres personnes qui me font des propositions. Je les lis toutes. Maintenant et sans plus tarder, commençons cette vidéo. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en janvier 2011 dans l'état de Pennsylvanie, dans la ville de Philadelphie. Ellen Greenberg est une enseignante de 27 ans. Elle enseigne dans une école primaire, la Juanita Park Academy de Philadelphie. Elle est fiancée à Sam Goldberg, 28 ans, qui est producteur de télévision. Il a notamment travaillé pour la chaîne NBC. Les parents d'Ellen se nomment Joshua et Sandra Greenberg. Ellen est leur seule et unique fille. Le drame a lieu le 26 janvier 2011. Ce jour-là, une tempête de neige frappe la Philadelphie. Cette tempête a contraint Ellen à renvoyer ses élèves chez eux et à quitter son travail plus tôt. C'est la dernière fois que ses élèves la verront. Ellen retourne alors chez elle dans son appartement qui se situe dans la ville de Manayunk. Mais avant cela, elle s'arrête à une station essence pour remplir le réservoir de sa voiture. Ellen rentre ensuite et retrouve son fiancé Sam. Puis vers 16h45, Sam est allé au gymnase. Il y est resté 45 minutes. C'est donc 45 minutes plus tard, à 17h30, qu'ils retournent à leur appartement. Sauf qu'une fois arrivé à l'appartement, il trouve la porte verrouillée. Il n'a donc pas pu rentrer. La porte était verrouillée de l'intérieur par un loquet, comme vous pouvez le voir. Ellen est présente, elle est à l'intérieur, elle a donc dû probablement s'enfermer. Sam l'appelle alors, frappe à la porte, mais Ellen ne lui répond pas. Il décide alors de lui envoyer un SMS pour qu'elle lui ouvre. Il ne reçoit aucune réponse. Il envoie alors 2, 3, 4 textos, puis 30 minutes plus tard, restant toujours sans réponse, il descend et demande au gardien de l'immeuble, Phil Anton, de l'aider. Peut-être le gardien a-t-il une sorte d'outil qu'il pourrait utiliser pour entrer. Le gardien n'a aucun outil, mais décide de l'accompagner. Sam décide ensuite de forcer l'entrée et réussit alors à pénétrer dans l'appartement. Et c'est là qu'il trouve Ellen, couverte de sang, allongée sur le sol de la cuisine. Elle avait un couteau enfoncé dans son estomac. Il est alors 18h33 et il appelle le 911. Il reçoit alors l'ordre de pratiquer un massage cardiaque, puis doit arrêter lorsqu'il précise qu'Ellen a encore un couteau enfoncé dans le corps. Une fois arrivé sur les lieux, les urgences et les enquêteurs découvrent Ellen. Elle est dans la cuisine, elle est légèrement relevée, sa tête, son cou et ses épaules sont appuyés contre l'angle de l'armoire de cuisine et ses jambes sont écartées. Dans sa main gauche se trouve une serviette blanche presque immaculée, c'est-à-dire presque sans une tache. Un couteau est encore enfoncé dans le corps d'Ellen. Celle-ci a été poignardée à de multiples reprises avec un couteau dentelé de 10 pouces. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la police a immédiatement soupçonné un suicide. C'est assez fou, elle a été poignardée à plusieurs reprises et pour autant, la police ne pense pas en premier lieu à l'acte criminel. On découvrira plus tard qu'elle a été poignardée 20 fois. Mais sur place, peut-être ils n'ont pas encore réellement vu l'ampleur des blessures. Les enquêteurs ont alors suggéré la thèse du suicide simplement car la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Ils n'ont trouvé aucune lettre de suicide et il restait un bol de fruits sur l'évier de la cuisine. À environ 18h40, Ellen est officiellement déclarée morte. Le lendemain, une autopsie sera pratiquée sur le corps d'Ellen, une autopsie faite par le médecin légiste Marlon Osborne, et le rapport de celui-ci conclura qu'il s'agit non pas d'un suicide, mais bien d'un acte criminel. En effet, Ellen a reçu 20 coups de couteau, dont 10 au niveau de la nuque et 10 autres à l'estomac, l'abdomen et la poitrine. Un coup de couteau a été porté au niveau du crâne et a pénétré jusqu'au cerveau. Les coups de couteau allaient de 0,2 cm à 10 cm de profondeur. Le couteau retrouvé sur elle était planté dans l'estomac et enfoncé de 10 cm. Elle avait également une dizaine d'ecchymoses à plusieurs endroits, notamment le bras droit, l'abdomen et la jambe droite. Mais certaines de ces ecchymoses étaient à divers stades d'évolution, donc certaines de ces blessures lui auraient été infligées bien avant le drame. En tout cas, avec ces éléments, c'est impossible qu'Ellen ait pu s'infliger ça toute seule.
Pour le médecin légiste, il est impossible qu'elle ait pu s'enfoncer le couteau dans le corps autant de fois. Elle n'aurait eu aucune force à le faire, notamment avec les blessures qu'elle avait déjà subies. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais bien d'un homicide. À la fin de l'autopsie, il a donc mis toutes ses observations en balance et arrivé à une seule et unique conclusion, l'homicide. Sauf qu'après avoir étudié le cas plus en profondeur, la scène de crime, etc., le département de police de Philadelphie conteste le rapport d'autopsie et déclare qu'il ne considère pas la mort d'Hélène comme étant un homicide, mais bien comme un suicide. Il considère sa mort comme suspecte et contredit alors le rapport du médecin légiste. Le médecin légiste subit alors une grosse pression de la part de la police, ce qui l'amène à statuer différemment et 3 mois plus tard, en avril 2011, la mort d'Hélène a officiellement été considérée comme un suicide. Les enquêteurs ont appuyé la thèse du suicide, notamment par le fait d'avoir trouvé la porte d'entrée verrouillée de l'intérieur, comme vous le savez. Ils s'appuient aussi sur le fait qu'elle n'avait aucune blessure défensive, expliquant qu'elle a donc pu se défendre contre son agresseur, même si elle aurait d'abord pu être agressée dans le dos, ce qui veut dire qu'elle aurait été surprise, ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas pu se défendre. L'attaque aurait pu aussi être très rapide, d'où l'absence de lutte. Mais en tout cas, pour les enquêteurs, le fait qu'il n'y ait pas de blessure défensive atteste la thèse du suicide. Ils affirment aussi que les coups de couteau qui n'ont pas été portés assez fort et assez profondément sont des coups de couteau d'essai, marquant alors l'hésitation d'Hélène. Pour appuyer encore davantage leur discours, ils évoquent le lieu du drame. Sur le lieu du drame, la police n'a trouvé aucun indice prouvant qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans l'appartement. Aucune preuve que l'entrée ait été forcée, aucune preuve qu'il y ait eu un intrus et une lutte. Concernant le couteau ayant servi dans la mort d'Hélène, on a retrouvé uniquement l'ADN d'Hélène. Les voisins ont été interrogés et ont déclaré n'avoir rien entendu d'inhabituel. Ils ont simplement affirmé avoir entendu Sam frapper à la porte et crier après Hélène à travers la porte pour qu'elle lui ouvre. Les caméras de surveillance du hall n'ont rien capturé de suspect. L'appartement avait une caméra se situant à l'entrée de l'immeuble, mais pas dans le couloir menant à l'appartement. Donc la seule caméra exploitable n'a rien capturé d'étrange ni d'inhabituel. La seule autre entrée de leur appartement se fait par le balcon, mais il est situé au 6e étage. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun signe prouvant qu'un intrus était présent dans l'appartement. D'autre part, le seul ADN trouvé dans l'appartement est celui d'Hélène. Les enquêteurs ont aussi regardé aux alentours de l'appartement pour trouver des traces de pas, puisque ce jour-là, il neigeait fortement, mais aucune trace d'empreinte de pas n'a été trouvée. Autre élément, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait récemment consulté une psychiatre, le docteur Hélène Berman. Car plusieurs semaines avant le drame, Hélène avait des problèmes de stress et d'anxiété. En fait, Hélène a été prise d'anxiété durant plusieurs semaines avant sa mort et s'était alors vue prescrire des médicaments contre l'anxiété. Ces médicaments auraient des effets secondaires, notamment l'émergence d'idées suicidaires. Un rapport de toxicologie a alors été réalisé et a indiqué que des traces de zolpidem, un somnifère, et du clonazepam, un médicament contre l'anxiété, ont été retrouvés dans le système d'Hélène quand elle est décédée. C'est donc son psychiatre qui les lui avait prescrits dans les semaines qui ont précédé sa mort. Et ces 2 médicaments sont connus pour induire des idées suicidaires chez certains patients. Une étude du National Center for Biotechnology Information qui a enquêté sur l'association entre l'automutilation et les benzodiazépines, a d'ailleurs démontré, en examinant le cas d'un homme de 62 ans, qui était auparavant stable, qu'il s'était infligé de graves blessures par arme blanche 2 fois en l'espace d'un seul mois en prenant ce fameux médicament. L'étude note aussi que de tels incidents sont rares, mais cela relie pourtant l'automutilation aux benzodiazépines. La psychiatre d'Hélène a déclaré à la police qu'elle avait vu Hélène 3 fois avant sa mort et que sa patiente n'était pas du tout suicidaire. Elle a vu Hélène pour la dernière fois le 19 janvier. Elle avait pris des notes de ses dernières séances avec Hélène
et les choses semblaient aller bien. Elle n'a jamais exprimé de pensée suicidaire. Pour autant, elle a ajouté qu'Hélène ne se sentait pas très à l'aise à l'idée de prendre des médicaments, mais elle les aurait pris quand même, mais pas de manière abusive. Malgré cela, pour attester encore davantage la thèse du suicide, les enquêteurs se sont donc appuyés sur son état psychologique. Le médecin légiste a alors décidé d'envoyer un échantillon de la moelle épinière d'Hélène à un laboratoire extérieur afin que ce laboratoire puisse l'analyser et ainsi avoir le dernier mot sur cette affaire. Ils ont donc envoyé un échantillon de la moelle épinière d'Hélène, car si le coup de couteau le plus grave porté à la nuque d'Hélène avait pénétré suffisamment profondément, cela aurait probablement causé une paralysie et ainsi cela l'aurait empêché de continuer de se poignarder. Environ 3 mois après la mort d'Hélène, les résultats tombent et le rapport indique que la blessure à la nuque n'était pas suffisamment grave pour provoquer une paralysie et qu'il est donc possible qu'elle ait pu s'infliger le reste des coups de couteau. Le neuropathologiste qui se nomme Monsieur McNamee, qui a effectué l'examen, a dit que la gaine de la moelle épinière avait été touchée mais que la moelle n'avait pas été sectionnée. Hélène s'est probablement engourdie, lui permettant ainsi de se poignarder à plusieurs reprises. Alors ça me paraît toujours aussi fou de s'infliger 20 coups de couteau, dont 10 à la nuque. Mais en tout cas, suite à ce rapport, la mort d'Hélène est toujours considérée comme un suicide. Puis il y a eu un fait étrange que je souhaite vous mentionner également autour de cette moelle. En fait, le médecin légiste a mentionné dans son rapport un autre expert qui apparemment aurait aussi consulté cette moelle, la neuropathologiste Lucy Rook. Apparemment, il est écrit que celle-ci a examiné la moelle épinière et a aussi conclu qu'il n'y avait pas de défaut de cette moelle. Elle fut interrogée plusieurs années plus tard par Len Quire en 2018 et celle-ci, la docteure Lucy Rook, a confirmé qu'elle avait effectué un travail sous contrat pour le bureau du médecin légiste. Sauf qu'une enquête plus approfondie a révélé qu'il n'y avait aucune preuve démontrant qu'elle avait contribué à l'examen de la moelle épinière d'Hélène Greenberg. Pas de facture, rien. Elle déclarera finalement n'avoir aucun souvenir de ce cas. C'est très étrange. Reprenons l'affaire. Concernant le fiancé d'Hélène, Sam, il a coopéré avec les enquêteurs, il a été interrogé puis a été libéré. Les parents d'Hélène ne croient pas en sa culpabilité et le psychiatre a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'abus dans la relation d'Hélène et Sam. Donc, on n'a pas plus d'éléments sur Sam, il n'a pas plus été suspecté et interrogé que ça. Je vais maintenant revenir un peu sur la vie d'Hélène et son état mental avant le drame. Au moment de sa mort, Hélène semblait épanouie en tant qu'enseignante, ses élèves l'aimaient, elle avait des parents qui la soutenaient et elle planifiait son mariage avec Sam qui devait se dérouler quelques mois plus tard en août. Son père déclare qu'elle était effectivement anxieuse mais malgré tout heureuse. Son anxiété serait en fait liée au travail. Elle aimait son travail mais elle aurait été submergée par celui-ci. Et c'est peu de temps avant sa mort que sa famille et ses amis ont vraiment observé un changement distinct chez Hélène. Même si Hélène était devenue anxieuse, elle était de nature pétillante et extravertie et dernièrement, elle était instable, anxieuse et avait exprimé le désir de quitter son emploi et de retourner temporairement chez ses parents. Ce serait à ce moment-là, au moment où Hélène a déclaré vouloir retourner chez ses parents, que ceux-ci, inquiets, lui ont demandé de consulter un psychiatre, ce qu'elle a donc fait. Ses parents ont d'autant moins compris cette décision car leur fille préparait son mariage. Hélène a déclaré que cette décision n'avait rien à voir avec sa relation avec Sam, mais que c'était dû au stress de l'organisation du mariage ainsi qu'à son travail qui était particulièrement chargé. Elle a envoyé les faire-part de son mariage juste 4 jours avant sa mort. Et comme je le précisais plus tôt, les parents n'ont jamais douté de la culpabilité de Sam, ils ont déclaré que c'était un bon jeune homme. La psychiatre d'Hélène a déclaré à la police qu'il n'y avait aucun signe, aucun indice de violence physique ou verbale dans le couple. Hélène n'a jamais exprimé ni fait ressentir cela, et elle aurait même ajouté qu'Hélène ne disait que de bonnes choses sur son fiancé. Donc Sam, encore une fois, n'est dans le viseur de personne.
Alors pourquoi Hélène voulait-elle retourner chez ses parents? Qu'est-ce qui n'allait pas dernièrement? Selon les dires de sa mère, Hélène avait des difficultés avec quelque chose et son père a dit, je cite, « quelque chose clochait, sa personnalité a changé, elle a joué sur le fait que le travail était trop lourd, mais quand l'enseignant qui a pris la classe d'Hélène a vu ses livres et ses notes, elle a dit que tout était parfait. Qu'avait donc Hélène ?» L'une des meilleures amies d'Hélène, qui se nomme Debbie, a été frappée par le changement de comportement d'Hélène. Selon ses dires, Hélène était la personne la plus heureuse qu'elle connaisse, alors que dernièrement, quand elle voyait Hélène, elle était remplie d'angoisse. Debbie a dit, je cite, « Elle n'arrêtait pas de dire que c'était à cause de l'école, elle était très vague sur tout. Si je lui demandais quelque chose, il y avait un long silence, elle ne voulait pas en parler. » Un autre témoignage, Amy Swartz a enseigné à l'école Juanita Park avec Hélène et selon son témoignage, Hélène avait des enfants difficiles dans sa classe mais elle ne semblait pas plus stressée que les autres enseignants. Quelque chose semblait alors tourmenter Hélène et celle-ci restait assez discrète sur ce qu'elle avait. Finalement, après des mois de va-et-vient émotionnel, les parents d'Hélène ont décidé de lancer leur propre quête de réponse. Ils ont obtenu le rapport d'autopsie d'Hélène, des photos de son corps de l'autopsie, des photos de son corps sur le lieu du drame et le rapport d'enquête qui a été effectué sur les lieux. Joshua et Sandra ont ensuite transmis ces documents au médecin légiste Cyril Wecht. Ce médecin légiste est notamment connu pour son expertise dans l'assassinat de John Kennedy. Cyril Wecht avait des préoccupations spécifiques concernant le nombre et l'emplacement des blessures par arme blanche et en particulier celle de la nuque d'Hélène. Il a dit « Je ne comprends pas comment ils ont qualifié cela de suicide ». Cyril Wecht a donc fait son propre rapport et qualifie la mort d'Hélène en homicide. Joshua et Sandra, ne s'arrêtant pas là et voulant plus de réponses, ont engagé un avocat privé, l'avocat Larry Kressner. Ils ont aussi fait appel à d'autres experts afin qu'ils se joignent à leur quête, dont Thomas Brennan. Thomas Brennan, un combattant de la police d'État à la retraite, a également étudié l'affaire d'Hélène Greenberg. Après avoir étudié les photos de la scène du crime et les documents du médecin légiste, il a déclaré que le manque de blessures défensives sur Hélène ne soutenait pas nécessairement le suicide. Il a vu de nombreuses victimes poignardées sans blessures défensives. Il expliquera, c'est ce qu'on appelle une attaque éclair, là où la victime est attaquée si rapidement qu'elle est incapable de se défendre. Quelque chose d'autre a perturbé également Thomas Brennan. Des images d'Hélène sur les lieux montrent du sang séché qui a coulé horizontalement sur sa joue du côté de son nez vers son oreille gauche. Mais son corps était affalé lorsqu'il a été retrouvé. Là où on doit en venir, c'est que cette tache de sang est en fait incompatible avec la position dans laquelle elle a été retrouvée. Selon lui, cela prouve que le corps d'Hélène a été déplacé. Et c'est récemment que Thomas Brennan s'est décrit comme dégoûté par le manque total de travail de policier de base qui a eu lieu à toutes les étapes de l'enquête. Il a déclaré à Daily Mail « Dans un cas comme celui-ci, dans un complexe d'appartements, c'est un travail de police de base. Quand vous arrivez, vous regardez la scène et vous dites « Eh, vous deux, descendez et vérifiez la poubelle ». Mais ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais rien fait. Ils sont entrés, ont regardé autour d'eux et ont dit « suicide » et ils sont repartis. Pour revenir au fait que son corps ait pu être déplacé, cela a également été soulevé par le célèbre médecin légiste Henry Lee, qui est célèbre car il a notamment témoigné pour la défense dans l'affaire O.J. Simpson. Henry Lee a donc étudié le cas d'Hélène et a conclu que le nombre et le type de blessure et la trace de sang observée correspondent à une scène d'homicide. Comme vous pouvez le voir à ce stade de la vidéo, de nombreux experts sont intervenus dans cette enquête. Joshua et Sandra Greenberg se battent depuis une décennie pour que la mort de leur fille fasse l'objet d'une nouvelle enquête et soit considérée comme un meurtre et non un suicide. Ils ne considèrent absolument pas sa mort comme un suicide. Hélène n'était pas suicidaire. Pour eux, elle n'aurait absolument pas pu se faire autant de mal. Hélène n'aimait absolument pas la douleur, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas les oreilles percées par peur de la douleur.
Donc pour ses parents, c'est impossible qu'elle ait pu se suicider, encore moins dans la nuque. Ils ont également déclaré que le fait qu'Hélène ait fait le plein de son véhicule avant de retourner à son appartement est quand même quelque chose d'étrange et d'inhabituel si elle avait vraiment eu l'intention de se suicider. Ils pensent aussi que le lieu du drame a été mis en scène et que le meurtrier de leur fille court alors toujours. Ils affirment qu'ils n'ont jamais reçu d'explication claire et complète de la part du médecin légiste et qu'ils ont alors décidé de se lancer dans leur propre enquête. Ils ont intenté plusieurs poursuites, ils ont tenté par de multiples moyens et tentatives de faire bouger et débloquer les choses sur la mort de leur fille. Ils se sont tournés vers les médias et les réseaux sociaux. Ils ont embauché des experts, des médecins, des avocats pour examiner les circonstances de la mort de leur fille et remettre en question les conclusions du médecin légiste et de l'enquête policière. Tous les experts de la famille ont confirmé qu'il est plus probable qu'il s'agisse d'un homicide plutôt que d'un suicide. Les coups de couteau sont trop nombreux et il est peu probable qu'elle ait pu s'en auto-infliger à la nuque. Pour autant, à ce jour, en 2021, la mort d'Hélène est toujours classée comme un suicide. Les nombreux experts ayant étudié le cas d'Hélène sont toujours en désaccord. Le journal Inquirer s'est penché sur cette affaire en 2019, a mené sa propre enquête et a embauché un expert médical, Gregory McDonald. Gregory McDonald a des arguments en faveur du suicide et des arguments en faveur de l'homicide. Il a déclaré que les coups de couteau d'Hélène pourraient être compatibles avec le suicide car certaines blessures seraient selon lui superficielles et peu profondes. Il a dit, je cite, « En règle générale, lorsque nous voyons une série de coups de couteau peu profonds, ils pourraient être cohérents avec des marques d'hésitation. En règle générale, si une personne vous poignarde, elle ne vous poignardera pas plusieurs fois superficiellement et ne commencera pas à vous poignarder plus profondément. C'est possible, mais c'est l'une des choses qui m'a frappée comme n'étant pas compatible avec un homicide. » Pourtant, Gregory McDonald tergiversait avec le meurtre, notamment avec les coups de couteau plus profonds. Elle aurait pu le faire physiquement, bien sûr, mais il est inhabituel de se poignarder aussi profondément dans ces endroits. Ce qui était aussi étrange, c'est le fait qu'elle avait une entaille sur le front et qu'elle avait été poignardée à travers ses vêtements. Pour lui, c'était étrange et surtout inhabituel pour un suicide, car la plupart des personnes qui se suicident ne se poignardent pas à travers leurs vêtements. Généralement, les vêtements sont remontés. Donc à ce jour, l'enquête ne peut pas avancer car aucun expert n'est d'accord sur le suicide ou le meurtre. En 2018, l'ancien avocat des Greenberg, Larry Krasner, est devenu procureur du district de Philadelphie. Ils se sont alors approchés de Larry et ont alors eu l'espoir que l'enquête sur la mort de leur fille soit de nouveau rouverte. Mais Larry Krasner a renvoyé l'affaire au bureau du procureur général de l'État car il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Sauf que le bureau du procureur général de l'État a déclaré qu'il avait clos son enquête et qu'il avait trouvé des preuves sur le téléphone et l'ordinateur d'Hélène soutenant le suicide. Nous allons revenir à la fin sur ce qu'ils ont trouvé sur l'ordinateur d'Hélène. En 2019, l'affaire a été réouverte mais aussitôt refermée avec la même conclusion, le suicide. En octobre 2019, les parents ont intenté une action civile contre le bureau du médecin légiste de Philadelphie ainsi que contre le docteur Marlon Osborne qui a effectué l'autopsie initiale. La poursuite vise à changer la qualification de la mort d'Hélène de suicide à homicide ou à indéterminé. En effet, en changeant la qualification de mort d'Hélène, l'enquête pourrait reprendre de façon plus approfondie. Les parents d'Hélène et leur avocat du nom de Joseph Podraza ont alors commandé une photogrammétrie. Il s'agit d'une nouvelle technologie qui n'était pas encore disponible au moment du meurtre d'Hélène et qui permet une reconstitution anatomique en 3D d'un cadavre. Cette technologie a donc pour but de présenter chacun des 20 coups de couteau qu'Hélène a reçus et permettre ainsi de démontrer qu'Hélène n'a pas pu s'auto-infliger ces coups de couteau. La société appelée Biomax a alors pris les informations du rapport du médecin légiste et a recréé la profondeur et l'angle des plaies. La taille, la profondeur et la longueur de chaque coup de couteau ont pu être détaillés et on arrive à la conclusion qu'Hélène n'a pas pu s'infliger cela
en particulier les coups portés à la nuque et à la tête. Elle n'aurait pas eu suffisamment de force pour s'infliger cela. À ce jour, nous avons également un doute quant à savoir si un second couteau n'avait pas pu être utilisé dans le cadre de la mort d'Hélène. Le couteau retrouvé dans son corps est un couteau dentelé de 10 pouces. Or, on se demande s'il n'y aurait pas aussi un autre couteau, mais cette fois un couteau lisse. Cette question a été soulevée suite aux blessures d'Hélène. Et si un deuxième couteau a été utilisé dans la mort d'Hélène, à ce jour, il n'a toujours pas été retrouvé, mais cela veut dire surtout que quelqu'un d'autre serait impliqué et l'aurait jeté. Et surtout, ce second couteau exclut alors la thèse du suicide. Voici un autre élément qui prouve que cette affaire est juste un mélange d'incohérences et de contradictions. C'est justement ce qui a été retrouvé dans l'ordinateur d'Hélène. 8 ans après le drame, en 2019, le bureau du procureur général a donc signalé de nouvelles preuves médico-légales informatiques, mais qui n'ont pas été mentionnées dans les conclusions de 2011 du médecin légiste. Le bureau du procureur général a donc fourni un historique de recherche de l'ordinateur d'Hélène qui a montré qu'entre le 18 décembre 2010 et le 10 janvier 2011, elle avait recherché les termes suivants: méthode de suicide, suicide rapide et suicide sans douleur. On ne sait toujours pas pourquoi ce rapport médico-légal n'a pas été inclus dans l'enquête du médecin légiste de 2011 qui a déclaré qu'il n'avait rien trouvé dans l'ordinateur d'Hélène en rapport avec le suicide. En fait, pour être plus précise, au tout début de l'enquête en 2011, l'ordinateur a été étudié et n'a rien révélé. L'ordinateur a été examiné par le laboratoire du FBI et ils n'ont rien trouvé, aucune recherche de ce type. Puis c'est quelques années plus tard, donc en 2019, que le bureau du procureur général de Pennsylvanie déclare qu'au contraire, elle avait fait des recherches sur le suicide. Donc, comment expliquer qu'en 2011, ils n'ont rien trouvé, puis quelques années plus tard, en 2019, apparemment, elle aurait finalement fait des recherches sur le suicide. Apparemment, le bureau du procureur général n'aurait trouvé aucun rapport sur l'analyse de l'ordinateur d'Hélène dans le dossier du procureur. En tout cas, c'est récemment, en janvier 2021, que finalement, Joseph Podraza, donc l'avocat de la famille, déclare qu'Hélène n'a pas fait ce type de recherche et confirme alors les premiers résultats du FBI de 2011. Hélène n'a rien recherché concernant le suicide avant sa mort. Le disque dur a donc de nouveau été examiné et après examen plus approfondi, Hélène n'a pas fait ses recherches. En fait, Joseph Podraza explique que ce n'était pas des recherches directes. En fait, elle aurait fait des recherches sur les effets secondaires des médicaments contre l'anxiété qu'elle prenait et ces recherches ont soulevé des recherches sur le suicide. C'était donc indirect. Joseph Podraza dit alors qu'il a envoyé cette information au bureau du procureur général de Pennsylvanie et exhorte alors de rouvrir le dossier. Cette affaire est donc toujours en cours et ses parents se battent pour que les enquêteurs rouvrent à nouveau l'enquête. Ils se battent depuis maintenant 10 ans pour obtenir justice pour leur fille. Cependant, un porte-parole du procureur général a déclaré en janvier 2021 dans un communiqué: « Nos pensées vont à la famille Greenberg à l'occasion de l'anniversaire de la mort traumatique d'Hélène. À la demande pressante de la famille et à la suite d'un renvoi en conflit par le bureau du procureur du district de Philadelphie en 2018, notre bureau a examiné le cas et mené une enquête approfondie qui n'a pas révélé de preuves pour modifier la conclusion de suicide du médecin légiste. Il n'y a pas de délai de prescription pour l'homicide. Cependant, et si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, nous pensons qu'il devrait être examiné par les autorités compétentes. Pour le moment, aucune information de ce type n'a été communiquée à notre bureau. Et donc, malgré tous les éléments que je vous citais, à ce jour, la mort d'Hélène est toujours considérée comme un suicide. Suite à l'action en justice qu'ils ont intentée contre le bureau du médecin légiste ainsi que contre le docteur Osbourne, qui a effectué donc la première autopsie, le procès est en attente de jugement en raison de la fermeture des tribunaux liés à la pandémie.
mais un procès devrait avoir lieu cette année pour prouver que la mort doit être désormais considérée comme un homicide. Donc normalement, on aura du nouveau sur cette affaire cette année. Si j'en sais plus, je vous en informerai. Et si vous suivez déjà cette affaire, n'hésitez pas si vous avez de nouvelles informations. Je vais maintenant revenir sur la moelle épinière d'Hélène qui, comme vous le savez, a été examinée par un laboratoire et qui a conclu au suicide. Eh bien, un morceau de cette moelle a été conservé et a été réexaminé plus tard par un autre médecin légiste. Ce médecin légiste est Wayne Ross et c'était en 2017. Et celui-ci avance une toute autre version. Selon lui, la cavité crânienne d'Hélène a été perforée, ce qui l'a probablement rendue inconsciente et donc l'a empêchée de se poignarder tant de fois. Il a clairement vu que les nerfs étaient coupés, ce qui veut dire qu'Hélène aurait perdu sa motricité et selon ses dires, elle aurait donc ressenti une douleur intense et se serait donc probablement évanouie ou serait décédée sur le coup. Comme vous pouvez donc encore le voir, aucun expert n'est en accord malgré tous les examens pratiqués depuis toutes ces années. Du coup, cette affaire m'énerve un peu car comme elle est considérée officiellement comme un suicide depuis 10 ans, elle n'avance pas. Il faut d'abord changer la cause du décès en meurtre et non en suicide et seulement à partir de ce moment-là, l'enquête débutera réellement et pourra avancer. En attendant, rien ne se passe. Donc cette affaire est non résolue depuis 10 ans. Je suis vraiment de tout cœur avec les parents d'Hélène, qu'ils continuent de se battre. C'est ce qu'ils font sans relâche depuis maintenant 10 ans. Et j'espère qu'un jour, ils auront les réponses sur la mort de leur fille. J'aimerais aussi rapidement revenir sur la porte qui a été retrouvée fermée de l'intérieur. Car si cette porte n'avait pas été retrouvée fermée, il est quasi sûr que les enquêteurs n'auraient pas soulevé la thèse du suicide. C'est ce loquet fermé de l'intérieur qui a fortement contribué à décréter qu'Hélène était seule dans son appartement quand elle est décédée et qu'elle s'est donc suicidée et que les enquêteurs n'ont pas immédiatement fait de recherches plus approfondies dans l'appartement. Eh bien, Thomas Brennan affirme que des vidéos se trouvant facilement sur Internet présentent comment manipuler et fermer les verrous de ce type alors qu'on se trouve à l'extérieur. Il est donc tout à fait possible qu'une personne ait pu fermer la porte de l'extérieur. Concernant son fiancé de l'époque, Sam Goldberg, d'après les informations dont on dispose, il aurait aujourd'hui 38 ans et il vivrait à New York. Il serait marié et père de 2 enfants. Il serait resté en contact avec la famille d'Hélène pendant environ 1 an après sa mort. N'hésitez pas à aller suivre la page Facebook consacrée à Hélène. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller signer la pétition appelant à la réouverture de l'affaire. Il y a déjà eu plus de 30 000 signatures, mais soyons encore toujours plus nombreux. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends maintenant vos retours en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.